Eh bien bonjour à vous tous les héros du confinement, ça démarre pile à 17 h aujourd'hui. Pour les habitués du 17 h sur le live HTV, on vous incitera bien sûr à poser les questions que vous souhaitez à nos invités. Et vous allez voir nos invités plutôt sportifs. Début du live à 17 h. C'est bientôt le début des héros du confinement et vous n'allez pas être déçus puisque cette semaine c'est notre ami Albin qui s'y est collé et qui a sélectionné une belle brochette d'invités. Albin, es-tu avec nous? Oui, je suis avec vous sur HTV. Soyez les bienvenus. Merci à toi. Alors, les invités que tu nous as réservés cette semaine, on t'écoute. Alors, des invités de marque, puisque nous recevrons M. Gilles Michel, directeur de la piscine Atlantis en Lozère. Et une deuxième casquette pour M. Gilles Michel, puisqu'il est président de la FNMNS 48, Fédération nationale des métiers de la natation et du sport. On salue bien Gilles. Avec nous aussi, nous avons Fabien Vasseur, le coach du Montpellier Water Polo Elite, qui nous parlera bien entendu du devenir de la saison et de la future saison qui s'annonce, puisque ça va être très compliqué de reprendre, et ça il nous en parlera, il va nous aiguiller sur ce sujet-là. Et nous aurons bien entendu le directeur de la FNMNS Occitanie Midi-Pyrénées, M. Adrien Gaillot, qui a aussi une double casquette puisqu'il est le préparateur physique de l'équipe de France de baseball. Soyez les bienvenus, HTV Live, on va pouvoir donner le maximum. Premier invité, Fabien Vasseur, le coach du Montpellier Water Polo. Coach, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous déjà, vous? Très bien, je vis bien le confinement pour l'instant. Voilà. Coach, j'imagine que c'est un moment de la saison particulier pour vous puisque nous sommes le 11 avril. Normalement, l'équipe du Montpellier Water Polo terminait la phase régulière et après enchaîner directement sur les playoffs. Les playoffs, il faut rappeler aux spectateurs que les playoffs, c'est un petit tournoi. On récupère les 6 premiers de la phase régulière. Et après, c'est quart de finale, demi-finale et finale sur match, aller-retour pour décerner le titre de champion de France. Et ça tombe au mauvais moment, cette crise sanitaire. Coach, parlez-nous un peu de l'équipe au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, l'équipe est à l'arrêt, comme tout le monde. Tout le monde est à la maison. Mais même les joueurs étrangers qu'on a dans l'équipe sont restés sur Montpellier. Donc se préparent physiquement dans l'appartement. Le préparateur physique leur donne un programme chaque jour à faire. Puis voilà, donc c'est un peu compliqué pour eux parce que bon, ça fait déjà 3 semaines, 4 semaines, donc là ça commence à durer. Et j'ai bien peur que le confinement continue à durer jusqu'au 4 mai, ce qui nous embête un peu.
Ça peut être très embêtant de maintenir des joueurs en forme, des joueurs aquatiques, puisque aujourd'hui ils ne sont pas dans leur élément, ils ne peuvent pas s'entraîner dans l'eau. Ça va être très compliqué de reprendre ce championnat. C'est-à-dire que là, pour l'instant, la fédération s'est positionnée jusqu'au 30 juin pour annuler les compétitions, quitte à reprendre après en juillet. Mais c'est vrai que si ça dure, allez, je ne dis pas, si on dure jusqu'au 15 mai, il faudra 6 semaines d'entraînement pour les reprendre. Donc ça va être un peu dur, ça va être un peu short. Donc là, tout est envisageable pour l'instant. Mais pour l'instant, on ne sait rien. On attend. Tout le monde attend et c'est vrai que c'est dur de préparer les joueurs mentalement. Bon, là, ils s'entraînent encore avec de la muscu, de la PPG, plus après des footings. Bien que là, de plus en plus, maintenant, c'est interdit de courir de 8h le matin à 18h le soir. Donc, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Mais bon, c'est sportif de haut niveau. C'est vrai que l'élément, c'est dans l'eau. Et c'est vrai que de pas nager depuis 4 semaines, ça va être très dur la reprise. Si à reprise pour l'instant. On le souhaite, puisque Montpellier Waterpolo joue les premiers rôles chaque année dans ce championnat de France. Puisqu'on rappelons le palmarès du Montpellier Waterpolo, champion de France en 2012, champion de France en 2014, la Coupe de la Ligue en 2017. Donc Montpellier fait partie des meilleures équipes européennes et françaises, bien entendu, avec un gros effectif. Montpellier Waterpolo, c'est aussi beaucoup de licenciés, beaucoup l'école de natation, vous en parlerez tout à l'heure. On reviendra vers vous, coach. Oui, on a 2000 membres, c'est vrai que automatiquement, il y a aussi la grosse école de natation qui fait vivre ici le club. Donc c'est vrai que c'est important pour les jeunes aussi. Il n'y a pas que l'équipe professionnelle. Oui, il y a les U21, les U17, les U15, les U13, les U11. Les U9, c'est quand même une grosse structure. Et là, tout le monde est à l'arrêt. Et tout le monde est à l'arrêt et on en profite pour saluer toutes les secrétaires qui aujourd'hui doivent répondre à ce casse-tête, le devenir de cette fin de saison. J'imagine vous, coach, pensez-vous déjà à la saison suivante? Oui et non, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fini la saison là. C'est vrai que le recrutement, l'effectif s'est bien comporté, parce qu'on a quand même dans l'effectif 6 jeunes. Donc 6 jeunes formés au club, hein, c'est pas 6 jeunes qui viennent de l'extérieur. Et c'est vrai qu'on a de la demande actuellement des gens de l'extérieur qui veulent venir, mais c'est vrai que comme on n'a pas fini la saison, c'est un peu compliqué de commencer à penser à notre saison et de recrutement. Surtout que les finances, on ne sait pas où on va, les sponsors, donc c'est la crise économique et je pense que le sport va en souffrir énormément, surtout le sport mineur. Ok, merci coach. On reviendra vers vous pendant toute cette émission avec nous comme invité Monsieur Adrien Gaillou, directeur de la Fédération nationale des métiers de la natation et du sport, directeur de la FNMNS Occitanie-Méditerranée. Adrien, j'imagine qu'aujourd'hui tout est en stand-by, les formations, les BNSSA, les BPGEPS. Vous pouvez nous parler un peu de l'évolution au jour d'aujourd'hui? Avec plaisir, en tout cas merci de m'accueillir. Donc c'est vrai qu'il y a différentes formations, il y a le secourisme, le sauvetage et après tout ce qui va être vraiment les futurs maîtres nageurs. C'est vrai que le secourisme et vraiment le sauvetage avec de la pratique, avec des bassins, avec des regroupements, tout est en stand-by, on a été obligé de tout arrêter. C'est vrai que ça va être très compliqué, notamment par rapport aux examens. Les BNSSA sont les futurs sauveteurs en mer qu'on prépare tous les ans. Et là, tous ceux qui étaient en formation cette année, on se demande si on va pouvoir leur faire passer l'examen avant la saison d'été. On ne sait même pas du coup s'il y aura concrètement une vraie saison d'été. Donc c'est vrai que c'est compliqué par rapport à tous ces jeunes. Le secourisme, c'est la même chose. On est obligé de faire des cas concrets, de se retrouver, de travailler ensemble. C'est délicat. On avait une formation la semaine prochaine, notamment du coup un PSE1 qu'on ne pourra pas faire. Donc quand est-ce qu'on les fera passer? On ne sait pas. Et après, il y a quelques autres parties où on arrive quand même à maintenir les enseignements à distance, notamment sur les BPGEPS, donc les futurs maîtres nageurs, avec certaines parties qui vont être un petit peu plus théoriques, où on peut faire du travail individuel, en tout cas maintenir la formation et affecter le moins possible l'issue des examens et de la formation de ces jeunes. Okay.
président de la FNMS 48, Gilles Michel, la Lozère est parmi nous. La Lozère, l'avantage des Lozériens, monsieur Michel, c'est que ont passé leur examen le 14 février, ont réussi le BNSSA. Donc, en gros, c'est les seuls sauveteurs aquatiques dans la région Occitanie aujourd'hui diplômés. Effectivement, c'est bien la seule chose que nous avons réussi en Lozère cette année, puisque la réussite à cet examen a été exemplaire. Nous avons eu quand même un examen sur une nouvelle mouture, et cet examen permet dans la hiérarchie d'être sauveteur aquatique. La hiérarchie qui nous amène ensuite au niveau supérieur, qui est le diplôme de maître nageur, qui était évoqué par Adrien, bonjour à tous, et qui permet donc de travailler dans les lacs et rivières avec le BNSSA ou en piscine pour seconder un maître nageur, et également avec le diplôme de maître nageur pour travailler un peu partout. Ces formations, on les met en place en Lozère, elles sous-entendent des prérequis qui sont liés au secourisme, évoqué tout à l'heure. Derrière la notion de secourisme, il y a le secours à personne et le secours à personne en milieu aquatique. Donc c'est des formations très spécifiques qui ne peuvent pas se faire n'importe où et qui ne se font que dans le milieu aquatique. Donc la non-pratique actuellement dans les piscines, et ben c'est un petit peu comme le water polo, c'est-à-dire qu'on peut difficilement le remplacer par autre chose. Nous avons encore des candidats qui souhaitent passer l'examen, donc d'autres sessions seront organisées en Lozère dès que possible, mais à la date d'aujourd'hui, ne connaissant pas le retour à la normale, la date du retour à la normale, et puis surtout l'accueil dans des lieux publics, puisque nous serons certainement les derniers à être déconfinés. Donc à partir de là, c'est très très compliqué d'envisager les choses. Quand je dis très compliqué, ça va même plus loin que ça, puisque à la date d'aujourd'hui, on ne sait même pas si la saison va pouvoir avoir lieu et si la saison va pouvoir se tenir. Effectivement, au sein de la Fédération des maîtres nageurs sauveteurs, des métiers de la natation et du sport, qui est l'évolution de la FNMNS, et que ce soit en Occitanie et encore plus en Lozère, mais on a une véritable incertitude, comme le disait Fabien, sur ce que sera fait demain. Et cette saison, est-ce qu'elle nous permettra d'exister, virgule, je ne sais pas. Actuellement, pas mal de collectivités veulent quand même y croire et veulent quand même essayer de recruter des candidats. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est que nous avons une incertitude qui sera peut-être levée dans pas mal dans plusieurs jours par M. Macron, mais qui à la date d'aujourd'hui nous amène à, si effectivement la prévision de Fabien jusque mi-mai, voire peut-être plus, c'est vrai que ça va poser des problèmes importants. Des réformes dans le diplôme, non, parce qu'on ne pourra pas alléger le diplôme, ça c'est une certitude. Par contre, il risque d'y avoir des lieux de baignade où il n'y aura pas de surveillance, et l'Occitanie et surtout l'Hérault était un des lieux où la noyade était une réalité. Donc il y a vraiment nécessité de mettre en place ces formations, de former ces candidats à pouvoir aller travailler sur le secours à personne en milieu aquatique et dans tous les domaines. Oui, j'interviens là-dessus puisque j'ai la double casquette, en plus d'être speaker sportif, j'ai le diplôme et j'exerce le métier, le plus beau métier du monde, qui est maître nageur sauveteur. Je me suis entretenu, moi, avec le maire de la collectivité où je travaille, et je salue le petit village du Blémard, au pied du Mont Lozère. Nous, notre discussion a été de dire, prévoyons d'ouvrir en juin, scolaire ou pas scolaire, puisque les gens sont restés confinés, et on espère de tout cœur, au Blémard, au pied du Mont Lozère, ouvrir cette piscine comme convenu au 1er juin. Maintenant, bien entendu, on sera à l'écoute de M. Macron, le président, qui va parler lundi. Il va nous annoncer la suite, et d'ici le mois de mai aussi, nous annoncer comment on va pouvoir être déconfiné. La télévision nationale nous a fait un beau reportage cette semaine. Nous a fait un beau reportage cette semaine en disant qu'on était la région, le département le moins touché en France. Donc, est-ce que vous espérez pas qu'on soit les premiers dans la région Occitanie à être déconfinés? Eh bien, je pense pas effectivement que nous soyons les premiers à déconfiner, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de cas en Lozère, pas de mort en Lozère, et je m'en félicite, mais c'est peut-être aussi parce qu'on a beaucoup d'espace vital autour de nous et qui nous permettent de pouvoir éviter les concentrations des personnes. Mais ça ne veut pas dire que le problème n'arrivera pas plus tard.
Brigitte qui intervient. Albin, une question pour toi, Albin, d'Emma GRD. J'ai pu lire récemment sur les réseaux sociaux qu'il y aurait un match de water-polo entre le Blémard et Saint-Chély d'Apcher. Qu'en est-il? Alors, il en est que pour l'instant, comme on parlait juste à l'instant, ça va dépendre de l'ouverture des piscines. Oui, il existe une équipe de water-polo au Blémard et de faire une rencontre, un match petit tournoi avec l'équipe du Cercle des nageurs de l'Atlantique de Saint-Chély d'Apcher. Sur match aller-retour, c'est envisagé, on en a parlé. Je me suis entretenu avec l'entraîneur qui est monsieur Pierre Talagrand, qui est professeur de sport au collège Henri Rouvière au Blémard. Et bien entendu que nos jeunes attendent la saison, puisque l'an dernier, on a fait une initiation water-polo et que dans l'ensemble, ça a pris, que les jeunes ont adhéré à ce sport. On a même été invité par Montpellier water-polo cette année sur les premiers matchs à la piscine Antigone et les jeunes ont pu rencontrer les joueurs, faire des photos, signer des autographes. Ça a été vraiment un moment magique que les jeunes ont vécu à la piscine Antigone avec l'équipe professionnelle du Montpellier Waterpolo. Et bien entendu que dans les réseaux sociaux, ce match-là est très attendu en Lozère. Alors, une autre question sur les examens. Est-ce que la FNMNS envisage d'intervenir auprès du ministère afin d'obtenir des aménagements sur les examens ou délais prévus compte tenu de la situation sanitaire? Exemple, obtenir un délai, ceux qui étaient contraints de passer le CAEP. Alors, effectivement, là, je vais peut-être répondre, si tu permets, Adrien. Actuellement, il est clair que la situation est exceptionnelle et nouvelle pour tout le monde. Les ministères, aujourd'hui, il faut savoir que, malheureusement, ils sont un petit peu fermés. Fermés parce que concentrés sur une seule activité, tout le problème lié au confinement et à ses conséquences. Donc, oui, des dérogations seront accordées super dur. Dans l'eau, on est des guerriers. D'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur, puisque faut savoir qu'un maître nageur sauveteur est un individu qui, tous les 5 ans, remet son métier en cause. Il remet son métier en cause parce qu'il a obligation de suivre une formation et un examen certificatif tous les 5 ans qui évalue ses capacités à pouvoir porter secours à quelqu'un. Donc, la dérogation, les annulations des sessions qui ont été mises en place et les dérogations qui s'y rapportent seront de fait. Je me suis entretenu avec Hugues Richard, qui est le responsable aquatique au niveau de la direction régionale jeunesse et sport sur l'Occitanie, et également par contact indirect avec le ministère des Sports, notamment M. Borrell, qui est un des responsables du pôle aquatique également au niveau du ministère des Sports. Oui, il y aura des dérogations. Vous aurez notamment, je pense, la possibilité de passer votre CEP sur 1 an de plus. Par contre, ce qui paraît évident, c'est qu'il n'y aura aucun allègement sur les contenus. C'est-à-dire que les épreuves demandées seront les épreuves demandées hier seront les épreuves demandées demain, y compris au niveau du BNFSA. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous aurez moins de temps pour vous préparer que vous devez être moins efficace sur le secours à quelqu'un. Donc, il est dans la mission de service public, au service du public, que se doit d'avoir un maître nageur, ce que se doit d'avoir un sauveteur aquatique. Il est clair que le contenu des épreuves seront les mêmes que celles qui existent à ce jour. Bon. Encore une question pour vous, Gilles, je pense. Bonjour, est-ce que la FNMNS compte organiser une formation SST? Alors, la SST, le SST, c'est le secourisme du travail. Et effectivement, des formations sont régulièrement organisées. Et là, Adrien peut peut-être en parler un peu mieux que moi, puisque sur l'Occitanie, c'est lui qui chapeaute un petit peu l'organisation générale de la chose. Donc, Adrien. Oui, bah, du coup, je vais rajouter je vais complémenter un petit peu sur la CEP. On a été obligé donc de reporter la session de Clermont-Lérault qui devait se dérouler là pendant les vacances. On attend un petit peu la prochaine session qui est à Port-la-Nouvelle courant du mois de mai, donc suivant la décision de lundi, on verra un petit peu. Notre objectif est de reporter pour affecter le moins possible et essayer de faire passer les maîtres nageurs avant la saison. Après, on verra bien, comme le disait très bien Gilles, on verra un petit peu comment ça se passe et comment on peut réorganiser tout ça. Après, sur les formations SST, un autre cadre, nous sommes prêts à organiser toutes les formations possibles dans la région. On avait déjà pas mal de formations, on a été obligé d'en annuler des formations SST.
avec différents partenaires. Donc nous attendons le feu vert pour réorganiser tout ça et oui, bien entendu, dès que nous pouvons, nous le ferons. Ok. Ben, on vous remercie et on salue le président de la FNMNX Occitanie, M. Jo Martin, qui doit être à l'écoute devant son écran. Coach Vasseur. Mais moi, j'ai la formation à passer aussi, hein, parce qu'en tant qu'entraîneur, automatiquement, il y a une formation aussi, la même formation du maître nageur, donc c'est vrai que je vais être en galère, moi, par contre. Parce qu'à la reprise du championnat, ça va être compliqué. Vous serez le bienvenu à la CEP de Lozère, qui se déroule au mois d'octobre, coach. La première semaine des vacances d'octobre. Et n'oublions pas que l'avantage que tu as, c'est que, en général, tes joueurs, ils savent nager quand même un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est pour ça. C'est obligatoire même. Coach, on parlait tout à l'heure du développement du water-polo et ça, c'est un peu grâce à vous, puisqu'il y a quelques années, vous étiez venu avec l'équipe professionnelle en stage en Lozère. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de demandes de nos jeunes lozériens dans nos piscines, tels que le Blémard, tels que Saint-Chili d'Apché, qui a une équipe qui fait un championnat Occitanie. J'imagine que ça doit vous réjouir, tout ça. Non, mais c'est bien parce que quand Gilles nous avait proposé, même il y a 7-8 ans, parce que ça va tellement vite les années, de faire un stage avec eux, et c'est vrai que ça s'est très bien passé, et même certains professionnels de maintenant s'en souviennent encore, ils ont même le t-shirt de la Lozère encore, donc automatiquement, c'est vrai que même moi, je viens d'un petit club au départ, et c'est vrai que c'est bien aussi d'aider les petits clubs. Il faut pas être toujours être parmi les plus grands. Là, maintenant, c'est vrai que Montpellier fait partie des plus grosses équipes sur la France, mais c'est vrai qu'on vient de tout le monde, vient un peu de petits clubs aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut faire vivre un peu le water-polo, aussi dans des autres structures, justement, pour que les gens viennent à la piscine. C'est vrai qu'à Montpellier, on a quand même des entrées payantes. On arrive quand même à faire entre 400 et 1200 personnes. Pour un sport mineur, c'est quand même bien. Surtout qu'on fait même pratiquement plus que le volley hein, sur Montpellier. Donc ça c'est déjà une bonne initiative. Ce qui est bien aussi, c'est qu'automatiquement, on a mis aussi des jeunes du club en équipe première. Automatiquement, il y a les parents qui viennent, il y a toute la famille qui vient. Automatiquement, ça fait du monde aussi. C'est vrai que c'est plus ça maintenant, ça redevient un club familial. Qu'on avait perdu ça dans les dernières années avant. Donc c'est vrai que petit à petit, la formation paye. Et c'est vrai que Montpellier aussi forme aussi des maîtres nageurs, des BNSSA, on en a pas mal chez les jeunes, des maîtres nageurs. Maintenant, ça a changé de nom le diplôme. Et c'est vrai qu'on envoie beaucoup de BNSSA parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants. C'est vrai qu'on a même des sessions exprès pour nous maintenant, tellement il y a du monde. Donc ça c'est bien aussi. Et on ne peut que féliciter le Montpellier Water-Polo pour l'accueil, puisque nous sommes venus avec l'équipe du Blémard, les jeunes sapeurs-pompiers, les JSP. Nous sommes venus voir le premier match d'ouverture de ce championnat de France élite contre Reims. Et on peut voir les étoiles dans les yeux des joueurs, des jeunes, de pouvoir approcher toutes les stars de l'équipe, puisque ce sont quasiment tous internationaux. Ils étaient en Serbie, soit ils ont représenté la Serbie, la Croatie, vous avez des Monténégrins, vous avez des joueurs de l'équipe de France aussi qui jouent à Montpellier. Et c'est très accessible et ça, on peut féliciter le Montpellier Water-Polo pour rendre accessible le haut niveau et de faire partager cette passion qui est le water-polo. Merci coach. Merci. Monsieur Michel, directeur de la piscine Atlantis à Saint-Chély à Lozère, vous qui êtes le directeur, comment va s'organiser la réouverture des piscines? Ça, c'est une bonne question. Actuellement, la piscine dont je m'occupe, mais comme pratiquement 99,9% des piscines publiques en France, nous sommes, je dis 99,9% parce que certaines ont mis leur vestiaire à disposition et on a pu voir à la télé des vestiaires à disposition des personnels soignants ou des personnels qui devaient se changer de façon à ce qu'il y ait un circuit de circulation. Nous n'avons pas la demande actuellement sur la Lozère, donc c'est pour ça que ça n'a pas été mis en place. Les 3 piscines de Lozère
puisqu'il n'existe que 3 piscines publiques en Lozère, sont actuellement toutes les 3 fermées, et la température de l'eau est à 14,5 à peu près, donc une eau à peu près normale. Et donc, le problème de cette eau, c'est que nous sommes obligés donc de la garder, parce que si on vide l'eau des piscines et qu'on laisse la piscine vide, le poids de l'eau peut faire bouger le bassin, et donc il est important que la masse continue à garder sa pression sur la terre dans laquelle elle est, puisque les piscines sont construites bien souvent sur des terrains meubles, ce qui est le cas sur les 3 piscines de Lozère, et donc on est obligé de garder l'eau. Par contre, pour éviter tous les problèmes d'algucide, de formation d'algues, nous sommes obligés de continuer à les chlorer malgré le fait qu'on ne reçoit personne. C'est donc gênant aujourd'hui au niveau des piscines de pouvoir dire à quel moment on va reprendre. Ce qui est sûr, c'est que divers travaux sont organisés actuellement, divers entretiens sont menés actuellement à la piscine, permettant ainsi à la piscine de pouvoir continuer à fonctionner, parce qu'un dysfonctionnement de la piscine serait la pire des choses. Pire des choses dans le sens où la machinerie est faite pour fonctionner, et fonctionner 24 heures sur 24. À partir du moment où on va arrêter la machinerie, tout ce qui est par exemple jointorique ou autre, aurait des conséquences compliquées lors du redémarrage. C'est un peu comme l'installation plomberie chez vous. À partir du moment où elle est en circulation, tout va bien. À partir du moment où vous allez l'arrêter, il y a un risque pour redémarrer que ça ne redémarre pas au bon endroit. Et quand ça ne redémarre pas dans une piscine, c'est quelque chose d'assez compliqué compliqué et difficile à mettre en place. Sachant que lors de la remise en route, malheureusement, les fournisseurs seront sollicités tout azimut, donc il est préférable de continuer de faire tourner sa piscine régulièrement, un petit peu comme une piscine personnelle que vous pouvez avoir chez vous. Vaut mieux qu'elle circule, que l'eau circule en permanence, plutôt qu'arrêter pendant 3 mois, 6 mois et la remettre en eau après. C'est beaucoup plus simple de continuer à entretenir une piscine. Donc les piscines actuellement fonctionnent, elles sont prêtes à ouvrir, sauf que aujourd'hui, nous n'avons pas l'autorisation. Donc, dès qu'on aura l'autorisation d'ouverture, une vidange sera faite, un nettoyage complet sera fait sur les piscines et elles seront opérationnelles très rapidement. Mais je pense qu'on risque d'être le dernier, puisque nous sommes des lieux d'accueil du public où il y aura une grande mixité de population qui va s'opérer. Et donc là, le risque de diffusion sera important, malgré le fait que la Javel semble être quelque chose de très positif dans la lutte contre le corona. Mais il est clair qu'à la date au moment où je vous parle, rien n'est défini, sauf que les piscines sont prêtes à vous accueillir, mais pourrons-nous le faire? J'imagine qu'entre la vidange et de repartir de remonter la température de l'eau à 28, voire 29, puisqu'elle est à 29 sur ces chiffres papier, il faudra une semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire une vidange d'une piscine, on a besoin de 3 jours maximum. Objectivement, si tout le monde s'y met, si tout le monde travaille régulièrement, en 3 jours, ça va être réglé. Jeter l'eau, nettoyer les bassins et remettre de l'eau. Ensuite, le problème, c'est effectivement le chauffage de l'eau. Par chance, si on reprend de l'eau au mois de juin, on va prendre de l'eau qui va se situer aux alentours de 12-14 degrés. Et donc l'amener à 29, ça peut se faire, en gros, c'est 1 degré tous les 3-4 heures à peu près quand on va gagner dans la machinerie telle qu'on l'a. Donc ça peut aller assez vite. Par contre, si on avait été en période du mois de décembre, par exemple, ou de janvier, où l'eau est à 5-6 degrés, là c'est beaucoup plus long dans la mise en route. D'accord. Je vous remercie de nous avoir éclairé, monsieur le directeur, sur la réouverture. C'est vraiment le mot qu'il faut dire, oui, effectivement. Monsieur Gaillot, président de la FNMS Occitanie, Méditerranée, vous avez un cours des BPGEPS. Oui, alors, ce qui est très intéressant avec les BPGEPS aujourd'hui, c'est qu'on a pu maintenir une partie des cours. Alors, il faut savoir que tout le monde vit, vous le savez très bien, mais tout le monde vit son confinement à sa manière. Il y a des personnes qui ont des stagiaires là, qui ont des enfants, qui ont des vies familiales, donc des fois se retrouver à 4, 5, 6, c'est pas toujours évident pour continuer à travailler, pour trouver du temps calme. Malgré tout, on arrive à s'adapter. Alors, comment on s'adapte? On arrive à organiser des visioconférences comme celle-là. Alors, soit avec vraiment de l'apport de connaissances via ce genre de plateforme. On arrive à travailler beaucoup avec des vidéos, avec les outils partagés. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils sur lesquels plusieurs personnes peuvent travailler en même temps.
Donc ça, c'est des choses qu'on utilise énormément. Et après, avec beaucoup de mise en situation où même les stagiaires vont pouvoir se filmer, pouvoir expliquer des situations, travailler sur leur capacité à présenter un projet, leur capacité à expliquer, à bien se tenir, à gérer toutes ces petites choses qui font l'aisance d'un éducateur face à son public. On voit que la FNMNS s'est adaptée au jour, hein, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de télétravail et beaucoup de vidéos pour arriver à ses fins. J'imagine que lancer un diplôme d'État aujourd'hui, ça doit être compliqué pour finaliser, puisque des BPGEP, c'était sur la fin, ils étaient sur la fin de leur parcours, non? Oui, il a fallu s'adapter très vite, hein, comme tout le monde. On a eu du coup cette nouvelle un petit peu la fin avec ce fameux vendredi soir, le lundi rien ne reprend. Donc il a fallu enclencher tous les process très rapidement. Donc je félicite moi tous les formateurs qui œuvrent tous les jours sur le terrain et qui du coup sur le terrain depuis chez eux, mais qui sont au contact des stagiaires et qui sont disponibles et qui se rendent disponibles. Après on peut imaginer des choses très positives. On peut imaginer facilement les oraux qui se retrouvent du coup avec un stagiaire face à 2 jurys. On pourrait imaginer que tout ça reprenne. Le problème des BPGEPS aujourd'hui va être très certainement la situation pédagogique de l'examen qui requiert un public, qui requiert jusqu'à présent un public scolaire avec des enfants. Donc là, on est dans une grosse incertitude par rapport à ça. Même c'est vrai que le scénario est pas très optimiste vis-à-vis du fait que tous les enfants retournent déjà à l'école et puis que tous les enfants qui aillent à l'école aussi puissent assumer le cycle de natation. Donc c'est vrai que tout est lié. On va être handicapé dans le fait de pouvoir délivrer ces certifications, donc avoir des maîtres nageurs diplômés. En même temps, il y a tous ces enfants qui vont rater leur séance d'enseignement de la natation. Et éventuellement des BNSSA, pareil, des sauveteurs qui pourraient éventuellement ne pas prendre poste cet été. C'est vrai que tout ça nous met un petit peu dans une situation délicate. On espère tous que ça reprenne le plus tôt possible pour arriver à trouver des solutions. Mais c'est vrai que l'annonce de lundi, suivant, on parlait du 4 mai, on parle de mi-mai, on parle de quelques semaines qui vont vite faire la différence. J'imagine que ces dates, ça doit être compliqué. Coach Vasseur, combien de temps faut-il pour relancer la machine entre le moment où on va avoir le feu vert de repartir? Combien de temps il faut pour qu'on puisse retrouver des matchs à haute intensité chez les professionnels? Nous, on va voir déjà par rapport aux joueurs, parce que ils se sont échauffés, ils se sont entretenus. C'est vrai que c'est surtout le poids, parce que nous, les joueurs de water-polo, ça a vite fait de prendre 10 kilos en 2 mois. Donc là, on a quand même justement, chaque semaine, ils leur demandent avec des signes, la banane, la salade, pour voir exactement s'ils n'ont pas pris plus d'1 kilo. Parce que si les joueurs prennent moins d'1 kilo par semaine, ça peut encore passer. Parce qu'on sait très bien que moi, j'ai des joueurs, ils s'arrêtent pendant 15 jours, ils prennent 10 kilos. Donc, c'est le gros souci. Et c'est vrai que là, nous, c'est le souci du poids. Donc, pour l'instant, ça a l'air très bien. Bon, entre ce qu'ils disent, ce qu'ils nous font voir en vidéo, parce que on les a aussi en vidéo. On voit tout de suite s'ils ont pris du poids ou pas du poids, ça va vite. Le seul truc, c'est que dès l'instant qu'on va les remettre dans l'eau, il faudra compter sur la méthode technique, c'est-à-dire entre 5 et 6 semaines. Ça s'appelle la méthode bulgare à l'époque pour les préparer rapidement. La méthode de Serbe, c'est 8 semaines à 10 semaines. La méthode russe, c'est entre 15 et 16 semaines. La méthode française, on n'en a pas mis. On n'a pas été formé là-dessus. Mais bon, moi, je vous dis ça parce que j'étais formé quand même par des entraîneurs étrangers, donc je connais un peu le système, mais entre 6 semaines. Donc, ça veut dire que si on reprend à partir du mois de mai, on pourra peut-être finir sur un final fort à 10 ou à 8, voir comment ça se passe. Parce que nous aussi, on a un petit souci aussi là-dedans, c'est que on est 6e du championnat, ok, mais on a 3 matchs de retard. Donc, et 3 matchs à la maison. Donc, normalement, on devrait gagner, parce qu'on ne sait jamais, parce qu'on s'est quand même fait battre contre Douai. Quand on était revenu de Trèves, justement, ils nous avaient pris, il fallait nous prendre. Donc, c'est vrai qu'après, on s'est rattrapé, on a fait jeu égal avec Marseille, qui est quand même au-dessus. Et c'est vrai qu'on risque de finir à 4, 5, 5e. Et
c'est vrai qu'avec les playoffs, parce que maintenant, c'est vrai que dès l'instant qu'on finit 6e ou pire, de toute façon, tout se remet en jeu avec les playoffs. Hein, donc, oui, mais, on part à zéro. On part à zéro, mais c'est vrai que 6 semaines, ça veut dire que on a quand même des professionnels, nous, dans l'équipe. On a quand même des jeunes, comme disaient Adrien et Gilles, qui sont pas en formation. Il y en a qui sont en formation, donc ils ne vont peut-être pas faire maître nageur, bien c'est ça, de travailler sur les plages. Par contre, j'en ai qui sont maîtres nageurs et qui commencent leur saison en juin, juillet, août. Il y a déjà des patrons de camping, tout ça, qui ont déjà envoyé des mails. Pour l'instant, ils savent pas. Personne ne sait si on va les reprendre. Moi, j'ai de la chance d'avoir une maison en Espagne. Les Espagnols, pour l'instant, ils ferment les frontières. Peut-être en juillet, août, on n'ira même pas en Espagne. Donc, c'est vrai que c'est vachement compliqué. Et c'est vrai que de jouer, comme la Fédé, vous l'entendez, de jouer en juillet, c'est bien beau, ok. Sauf que, bon, nous, les piscines, on n'est pas propriétaires de piscines, à part Marseille. Donc, on n'est pas propriétaire de nos piscines. C'est vrai que l'été, les Montpelliérains vont en masse à la piscine. Et c'est vrai qu'au mois d'août, on reprend les entraînements, justement, pour commencer la saison. Donc c'est vachement compliqué. Et j'essaye de regarder un peu le foot, parce que c'est vrai que le foot, c'est le thermomètre qui va nous dire si ça reprend. Et j'ai regardé une émission hier, je ne sais pas si c'était le temps, ils se demandent si au foot, ils vont pas faire un final fort comme au basket. Si le foot commence à dire de jouer sur 3-4 jours, c'est pour nous, qui est un sport quand même mineur, hein, donc c'est compliqué. J'ai vu que le volley, eux, ils avaient arrêté complètement le championnat. Le hand, ils sont pas loin. C'est vrai que c'est vachement compliqué. Et c'est vrai que pour nos fédérations, c'est compliqué aussi de se projeter pour l'instant. Avec la fermeture des frontières, coach, j'imagine que la Coupe d'Europe l'année prochaine va être compromise. C'est-à-dire que là, si on est dans les 6, peut-être que la fédération va demander une place supplémentaire pour la Coupe d'Europe. Parce que c'est vrai que le championnat français s'est vachement amélioré. Parce que nous, on a battu Ortija qui sont en finale de la petite Coupe d'Europe. Donc, petit à petit, c'est vrai que le water-polo français, c'est bien structuré. Mais c'est vrai que s'ils commencent à fermer les frontières, parce que là, on voit au Danemark, ils peuvent se balader. En Biélorussie, ils peuvent se balader. Il y a des pays, encore, ils peuvent se balader. Donc, je pense que là, ça va être chaud d'organiser vraiment des championnats d'Europe. Donc, je sais pas. Franchement, on sait pas. Déjà, je pense qu'il faut déjà sauver notre économie. On a beau, parce qu'on est quand même le sport en France, on est quand même, on n'est pas les prioritaires. À part peut-être le foot, mais bon, quand on voit que le foot ça commence à être chaud, pour nous ça va être encore plus chaud, je pense. Mais bon, ça c'est la vie d'un sportif. Bon, c'est vrai que au mieux, c'est vrai que nos poloistes sont maîtres nageurs au BNSSA, on ira travailler dans la piscine, mais bon, c'est pas non plus la solution. Oui, puisque c'est un sport professionnel à Montpellier avec l'équipe professionnelle. Elle s'entraîne 2 fois par jour, c'est ça? Oui, on s'entraîne le matin musculation et après natation. Le soir, entre fin d'après-midi, parce qu'on a une classe aménagée pour les jeunes joueurs, on s'entraîne de 16h30 à 18h30, de 17h à 20h, et c'est vrai que pour l'instant, on sait pas où on va. Bon, c'est vrai que là, j'ai vu que j'ai des joueurs là qui ont arrivé à avoir le bac là, parce que bon, je leur mettais pas une pièce dessus, mais bon, certains l'ont eu, déjà, parce que mais bon, c'est comme ça. Donc il y en a qui sont contents. Par contre, ceux qui n'ont rien foutu, là, je pense que ça va être un peu plus chaud. Compliqué Mais c'est vrai que là, pour l'instant, pour moi, j'ai l'impression qu'on perd une année. C'est vrai que cette année, on a été vernis entre les gilets jaunes, les grèves. C'est pour ça qu'on a eu des matchs de retard. Parce que là, on est en 3 matchs de retard, mais à un moment, on était à 5 matchs de retard. Donc, ça va être compliqué de finir cette saison déjà dans la phase régulière avant de pouvoir attaquer les playoffs. Mais c'est vrai que là, je vois la Fédé, parce que souvent on critique nos fédérations, mais c'est vrai que je pense que c'est vachement compliqué pour eux pour prendre une décision, hein, parce que déjà, ce qui est bien, c'est qu'au moins ils ont reporté les Jeux Olympiques, qui peut-être se tiendront même pas en 2021, comme c'est parti, mais bon, c'est vrai que nous, il y avait les poloistes qui devaient faire la prépa olympique, pour l'instant, tout est remis, on ne sait pas. Remis en question. Ouais. Je m'adresse au président de la FNMNS Occitanie-Méditerranée, M. Gaillot.
Vous êtes en pleine période d'examen de BNSSA. Certes, le QCM aujourd'hui, je pense que dans le confinage, les candidats doivent le connaître par cœur. Et je le souhaite et j'encourage les BNSSA du Montpellier Water Polo à faire 0 faute, puisque c'est un club d'excellence et il va falloir faire 0 faute. Mais pour les remettre dans l'eau, M. Gaillot, combien de temps avant de pouvoir arriver à l'examen? Et ça, c'est une très bonne question. Alors, je vais être très honnête, le niveau est très hétérogène. Hein. On a dans cette population qui veut devenir sauveteur, on a d'anciens nageurs de compétition, des nageurs et des nageuses qui ont évolué en club. Donc, c'est vrai que pour eux, les quelques semaines pourront éventuellement soit ne pas du tout les affecter, soit quelques entraînements ou un entraînement ou deux et ils seront à niveau. Par contre, il y en a beaucoup qui ne sont pas issus de la compétition et pour qui c'était quand même un challenge de réussir les épreuves. Et là, ça me pose un petit peu plus de problèmes et on peut vite imaginer, là je reviens sur ce que disait Fabien, 5, 6, 7 semaines pour arriver à retrouver un petit peu déjà le niveau qu'ils avaient avant, sachant que pour certains d'entre eux c'était déjà difficile et qu'ils réalisaient pas déjà les minima pour les épreuves avant le confinement. Donc le niveau à atteindre, il n'est pas incroyable, mais il est quand même ce qu'il est, et il faut quand même nager, il faut passer du temps dans l'eau, et les techniques de sauvetage aussi sont particulières, il faut maîtriser tout ça, et le jour de l'examen, c'est vrai que, je reviens sur ce que disait Gilles tout à l'heure, il est normal que le niveau d'exigence soit maintenu, parce que demain, les noyades seront les mêmes noyades qu'hier, et il faudra avoir les mêmes compétences pour y pallier. Est-ce qu'à la FNMNS, on envisage de faire des examens en septembre, octobre, pour finir cette année de préparation? On imagine tous les scénarios aujourd'hui, forcément. Alors après, les scénarios optimistes sont de pouvoir organiser des vagues des sessions d'examen au mois de juin. C'est vrai qu'aujourd'hui, le scénario le plus optimiste, ce serait d'arriver à organiser beaucoup de sessions sur le mois de juin. Maintenant, en fonction des événements, des dates qui nous sont proposées, de la réouverture des piscines, du droit qu'on ait à tous être ensemble, d'être 5, 10, 15, 20, 25, 30 personnes en même temps au même endroit, c'est vrai que pour le QCM, on peut s'organiser sur la partie un petit peu théorique avec de l'espace entre les tables, avec plusieurs vagues, plusieurs sessions, c'est plus facile, mais sur la partie pratique, c'est vrai que c'est plus compliqué à organiser. Donc là, on est un petit peu comme tout le monde et c'est un petit peu le discours qu'on a et que j'ai tous les jours avec tous les jeunes que j'ai au téléphone, c'est de leur dire, on est sur le même bateau, on est comme vous, oui, on a des pistes et oui, on essaye d'imaginer les choses, mais tant qu'on n'a pas d'éléments concrets, on ne peut pas se positionner sérieusement. Monsieur Michel, vous voulez rebondir sur la mise en place des examens Effectivement, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que la modification législative qui est arrivée au mois d'octobre l'année dernière et qui permet aujourd'hui aux organismes habilités, tels la FNMNS, de pouvoir organiser des sessions simplement par simple déclaration auprès de la préfecture de référence, permet aujourd'hui une latitude dans le nombre de sessions d'examen que l'on va pouvoir organiser. Je m'explique. Hier, on avait des examens qui étaient organisés par la préfecture et le nombre d'examens était très limité et le nombre de candidats à chaque examen était limité également. Là, aujourd'hui, cette modification législative dans laquelle nous avons œuvré à travers la FNMNS, et là, je salue Jean-Claude Schwartz et Denis Ferlet qui sont les artisans de cette réforme, permet aujourd'hui donc aux associations agréées, il n'y en a que 9 en France, de pouvoir proposer des dates à la préfecture qui va superviser l'organisation de l'examen. Donc, effectivement, dès que l'accès aux piscines sera possible, dès que le niveau des candidats sera acceptable, il n'y aura aucune difficulté à les présenter. Avec 2 types de candidats. Les premiers, c'est-à-dire ceux, effectivement, comme disait Adrien, qui auront un vécu et un passé très aquatique, avec une facilité pour eux de pratique, puisque leurs prérequis seront très facilement exploitables dans l'organisation de l'examen. Mais par contre, d'autres candidats, style les étudiants, qui avaient comme objectif d'être sauveteurs pour travailler l'été et qui, eux, ont une nécessité la plus importante.
troisième catégorie de candidats, c'est les candidats qu'on va dire qui veulent rentrer en formation pour devenir maître nageur, puisque un des prérequis de la formation de maître nageur, c'est d'être sauveteur aquatique, donc BNSSA. Et là, des sessions d'organisation peuvent sans problème être envisagées durant tout l'été, c'est-à-dire qu'il peut tout à fait y avoir des sessions d'organisation d'examen programmées par la FNMNS au mois de juillet ou au mois d'août, voire au mois de septembre, afin de répondre à tous les cas de figure possibles et imaginables. Nous étions déjà la seule structure en Occitanie à proposer des examens fin août pour les piscines estivales, pour les piscines qui ne sont ouvertes que pendant la période d'été, afin qu'ils puissent préparer l'année N, le sauveteur qui va surveiller la piscine l'année N+1. C'était un travail qui était mené avec le Vigan d'ailleurs, et cette session d'examen au Vigan était quelque chose de très positif, elle était faite la dernière semaine d'août, et ça permettait donc à des candidats de pouvoir anticiper sur l'année d'après, puisque leur niveau leur permettait, ou ça permettait à des candidats qui avaient des difficultés de choix d'orientation de pouvoir répondre aux conditions d'accès à la formation de maître nageur sauveteur. Et il y a plusieurs organismes de formation de maître nageur sauveteur en Languedoc-Roussillon. Il faut savoir qu'on diplôme à peu près en Occitanie entre 120 et 140 maîtres nageurs au niveau de la direction régionale jeunesse et sport. Donc c'est une très, très forte région au niveau de délivrance de diplômes, et comparé à d'autres régions qui vont former une vingtaine de candidats dans la région, donc c'est quand même quelque chose de très important. C'est un vivier économique très important également, puisqu'il y a une dynamique et un secteur touristique qui est lié à la présence de maîtres nageurs, au développement des maîtres nageurs. On a en plus une problématique connexe qui est la problématique du renouvellement des 1000 piscines, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes un peu jeune pour le savoir, mais aux alentours des années 70-80, l'État a proposé la création de 1000 piscines en France. Donc vous comptez 4 à 5 maîtres nageurs qui ont pris fonction dans ces années-là, qui aujourd'hui vont partir à la retraite. Et donc il y a un renouvellement nécessaire de génération qu'il faut anticiper et prévoir. Donc oui, la formation des maîtres nageurs, oui, pour être maître nageur, il faut pratiquer, oui, pour être maître nageur, il faut pouvoir passer des examens. Donc oui, la FNMNS est là pour pouvoir former les maîtres nageurs, former en secourisme, former en partie aquatique, mais également pour mettre en place ces examens à travers leur centre de formation. Et Jean-Martin, tu l'as évoqué tout à l'heure, œuvre pour que toute l'Occitanie soit présente et que ça ne soit pas le candidat qui se déplace vers la session d'examen, mais plutôt la session d'examen qui s'approche du candidat, la session d'examen et de formation qui s'approche du candidat, afin d'augmenter ce potentiel, permettant à chacun de pouvoir trouver un boulot. Je rappelle qu'on peut être sauveteur aquatique ou maître nageur, soit pour travailler de façon estivale simplement, soit pour en faire un métier à vocation professionnelle, ou soit simplement pour intervenir ponctuellement avec une autre fonction qui est le métier que vous auriez choisi, et d'intervenir dans les clubs ponctuellement sur un soir, sur quelques heures par semaine, les clubs en ont besoin. Donc être un maître nageur aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Le Montpellier Water Polo l'a bien compris en développant l'après water polo pour ses joueurs, et c'est quelque chose qui est assez fort. Des formations à la fois au niveau universitaire ont été menées avec le Montpellier Water Polo, mais également des formations donc de maîtres nageurs pour des anciens joueurs. On est le seul sport, la natation, où on peut donner à bouffer à nos pratiquants. Le foot, vous n'avez aucune possibilité, comme vous êtes dans un club à Saint-Chély-l'Apcher par exemple, de pouvoir être entraîneur national demain, ou entraîneur d'une équipe de première ou deuxième division. Il vous faudra passer par un parcours vraiment semé d'embûches, alors qu'en natation, virgule, on peut accompagner des nageurs, des poloistes, des ballerines pour leur permettre une reconversion de l'après sport haut niveau. Et des exemples sont très nombreux, et Fabien là-dessus aujourd'hui œuvre pour que tous ces poloistes deviennent maîtres nageurs, parce que il y a une deuxième vie après la pratique du sport de haut niveau ou dans l'orientation des études, et c'est là où la FNMNS a un rôle prépondérant et a un rôle très important. Oui, puisqu'il y a un partenariat, je pense, avec la FNMNS et le Montpellier Water Polo. Montpellier Water Polo est le pionnier dans le sport de haut niveau, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris, c'est ok, il y a le sport de haut niveau, mais derrière, il y a l'après-sport, coach, vous pouvez nous parler de l'après-sport?
il faut être maître nageur d'ici la fin de sa carrière au Montpellier Water Polo? Oui, parce que nous, bon, c'est vrai qu'il y en a qui font des études, hein, on en a même qui ont fait des écoles de commerce. Je vais donner des noms parce que souvent on dit toujours on c'est un con. On a Andrés Aguilar qui avait fait une grosse école de commerce, que ça lui a pas plu. Mais comme il avait passé son maître nageur, maintenant il travaille à la mairie de Ganges et il gagne très bien sa vie. J'ai aussi Quentin Chipotel qui est entraîneur maintenant à Marseille avec des jeunes. J'ai Dimitri Labrutinette qui est étranger et qui est à Lyon. Maintenant, je veux dire, j'en ai en pagaille. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que souvent, là, je me bats avec certains et quand on leur dit on va passer maître nageur, ils font la gueule parce que c'est vrai qu'il faut aller à l'école, il faut... Mais c'est vrai qu'à la fin, ils me remercient parce que c'est vrai que nous, on a une grosse école de natation. On a quand même 2000 membres et on cherche des maîtres nageurs sans arrêt. Et c'est vrai que des maîtres nageurs, je voulais des chiffres, on peut gagner entre 15 et 18 euros de l'heure. C'est pas tout le monde qui le gagne, ça. Et c'est vrai que on a ça aussi. Je dis pas que tout le monde doit rentrer à l'agglomération, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de piscines sur Montpellier, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs comme Geoffrey Lowe, comment il s'appelle, David Denrich, qui sont à l'agglomération. Marc Christian, je veux dire, on en a énormément, mais c'est vrai qu'automatiquement, on est dans la filière water polo. Et c'est toujours bien aussi, parce qu'au moins les jeunes, ils s'identifient, et c'est vrai que souvent, nous, dans le sport de haut niveau, on te dit oui, mais il faut pas qu'ils fassent du sport de haut niveau parce qu'il va le mettre à une école et on leur prouve, parce que j'ai quand même Uros Kalinic qui est ingénieur. Donc, je veux dire, on a des ingénieurs aussi. J'ai même des jeunes à Alexandre Bouet, bon, qui a changé de club maintenant parce qu'il a fait les yeux doux pour aller à Douai, qui est dans une école d'ingénieurs. Je veux dire, on a quand même des gens qui sont bons à l'école. Mais quand même, Alexandre de Bouette, il a passé son VNSSA l'année dernière. Donc c'est ça qui est intéressant. On essaye de leur faire tout se passer. Puis c'est vrai que ça se passe bien avec la FNMNS, bon, avec Jo et avec Gilles, parce qu'on se connaît depuis un moment. Et c'est vrai que ça se passe très bien avec eux, parce que c'est vrai qu'après, il y a aussi des autres structures autres que la FNMNS qui nous demandent aussi. Et c'est vrai que souvent, ça passe en priorité. C'est pour ça que même les formations de PSE1, PSE2, on les passe automatiquement avec la FNMNS. Vous avez évoqué le coach, la vitrine de la FNMNS avec Occitanie, Jean Martin, Gilles Michel, mais je me retourne vers Adrien Gaillot. Adrien, vous aussi, vous gérez les STAPS. Les STAPS, ça doit être encore autre chose derrière. Ouais, c'est un autre process. Alors bon, il y a ceux qui partent vers le titre de MNS, et puis il y a aussi tous les autres. On parlait un petit peu des différentes activités. On se retrouve à intervenir un petit peu partout parce que le domaine du sport est assez transversal. Et c'est vrai que c'est toujours délicat aussi de mettre en place et de permettre aux jeunes de pas perdre une année. Donc sur les STAPS, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont adaptés. Je me suis adapté aussi à pouvoir, en tout cas, proposer un autre mode d'évaluation, de pouvoir modifier l'évaluation finale qui devait être par exemple un oral devant tout le monde et de le transformer, d'utiliser un support vidéo pour permettre à tous ces jeunes d'être diplômés. Après, c'est vrai que les parties pratiques et physiques sont quand même du coup impossibles aujourd'hui à remplacer. Donc il y a quand même certains étudiants qui seront un petit peu affectés par ce genre de choses. On parle du titre de MNS de l'UFR SAPS. Certains d'entre eux passent en même temps le BNSSA, donc qui est le prérequis. S'il n'y a pas d'examen BNSSA, le titre de MNS, même s'ils avaient réussi tous les examens, qu'ils avaient passé tous les cours, qu'ils avaient vécu tout le process avec brio, pas de BNSSA qui est le prérequis, pas de titre de MNS à la clé non plus. On vous remercie pour ces éclaircies. Coach Vasseur, je voudrais revenir sur Geoffrey Lowe. Geoffrey Lowe, aujourd'hui, on peut le voir en première ligne de ce coronavirus à l'hôpital de Sète, puisqu'il a intégré le service des urgences. Ouais. Et c'est tout en son honneur, et je voudrais le saluer, le capitaine, champion de France 2012, champion de France 2014, Coupe de la Ligue, et la Coupe de France en quelle année, coach? La Coupe de France, c'était 2000, mais il n'y était pas encore. C'était 2001, 2002, donc là, c'est juste la Coupe de la Ligue en 2017. Et c'est vrai que comme maintenant, Geoffrey Lowe faisait partie des vieux, donc maintenant, il est rentré à l'aglo aussi pour faire maître nageur, et puis bon, comme ça marchait pas très bien, je pense que là, il est rentré à l'hôpital de Sète, et ça, avec la fermeture des piscines aussi, j'imagine. Ouais, voilà, je pense qu'il y a ça aussi, ouais.
Parce qu'il y a, il y a l'agglomération de Montpellier, à la métropole maintenant, puisque ça change. Il y en a qui sont titulaires, il y en a qui ne sont pas titulaires, et je pense que ceux qui ne sont pas titulaires ne pas toucher un salaire, donc automatiquement il est allé là-bas, et c'est vrai qu'il est dans les premiers rôles. Il est dans les premiers rôles, et ça on peut que le féliciter, Geoffrey Lowe, si tu nous entends, force à toi et respect, puisque se retrouver en première ligne au service des urgences à 7, avec beaucoup de cas et beaucoup de situations catastrophiques. Beaucoup de cas de Oh. Monsieur Michel. Oui. Effectivement, le parcours de Geoffrey est exemplaire, mais parallèlement à sa formation de poloiste, qu'il a su mettre en avant dans ses performances et dans sa présence physique réelle dans tous les matchs qu'il a joués, il y a aussi sa formation technique, c'est-à-dire que son secourisme, il est sorti quand même grâce à son diplôme de maître nageur, lui permettent aujourd'hui d'aller donner un coup de main dans un service d'urgence. Donc une formation secourisme, qu'elle soit PSE1, premier secours en équipe niveau 1 ou premier secours en équipe niveau 2, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. C'est une formation qui est proposée donc par la FNMS, et nombreux sont les séjours de formation. Elle fait à peu près une 40aine d'heures, c'est-à-dire ça se fait sur une semaine. Mais vous avez également des formations plus courtes, des formations de PSC1, premier secours civique niveau 1, qui se font sur une journée. Et là, on ne peut qu'inviter tout le monde à venir passer ces formations. Formations donc qui sont mises en place sur toute la région Occitanie, en particulier sur le Languedoc-Roussillon et surtout sur la Lozère. Mais c'est des formations civiques qui sont très 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 importantes et qu'il faut savoir mettre en avant pour permettre à tous de venir. À une époque, on a eu des ministres, et notamment un sénateur, qui voulait absolument que tous les candidats au permis de conduire soient titulaires de cette formation. Malheureusement, il n'a pas réussi à mener à bien son projet jusqu'au bout, puisqu'il y a simplement une initiation au secourisme qui est proposée. Mais c'est vrai qu'on ne peut qu'inviter toute la population à venir passer leur diplôme de secourisme. Et des diplômes de secourisme, ça ne sert jamais jusqu'au jour où on en a besoin. Tout à fait. Et aujourd'hui, plus que jamais, on en a besoin, et ça, tout le monde en est conscient. Coach, on parlait tout à l'heure de la Coupe de France. On en parle de plus en plus. On parlait de son retour. Si éventuellement il n'y avait pas de Coupe d'Europe, la Coupe de France peut être au programme de la prochaine saison. Je sais que nous, on a demandé à la fédération justement de remettre la Coupe de France. Il y a 2 ans, j'en avais parlé parce que ça avait été supprimé, la Coupe de la Ligue, et on avait demandé justement la Coupe de France. J'avais demandé aussi au DTN, Florian Bouzeau, mais qui est plus DTN maintenant. Je pense qu'avec Benjamin Mercier, je pense qu'il faudra la remettre, parce que c'est vrai que les joueurs doivent jouer beaucoup aussi. Et c'est vrai qu'on a besoin de matchs énormément. Donc, je pense que ça va se faire maintenant, petit à petit. Je veux dire, la gouvernance de la FFN a changé il y a 4 ans, avec Gilles Saisonial. Donc, il faut les laisser se reconstruire aussi. Alors, l'intérêt de la Coupe de France, c'est surtout de l'organiser sous forme de tournoi. C'est-à-dire que pendant 3 jours, vous avez 6 ou 8 équipes, et toutes les équipes jouent 1 à 2 fois par jour. C'est là où c'est intéressant. Contrairement au championnat où vous avez des équipes qui jouent 1 fois par semaine. Donc le fait qu'il y ait des tournois, pour faire jouer aussi la Nationale 1 et tout ça. Et après de faire plusieurs, parce que c'est vrai que là on s'aperçoit même en National 1, c'est-à-dire la division inférieure à l'élite, les clubs se structurent aussi, donc c'est vrai que le cahier des charges avec la National 1 n'est pas pareil qu'avec l'élite, parce que c'est vrai que on te demande de nous avoir des U21, des U17, des U15. Bon, c'est vrai qu'on a la chance parce qu'on parle de moi, mais il n'y a pas que de moi à parler, il y a Philippe Monville aussi qui fait un gros travail chez les jeunes. Qui à un moment était formateur aussi de la FNMS, je crois. Je suis pas sûr. Et Kamel Aïtmedi aussi chez les U19. Bon, il y a Bastien qui fait l'U13, c'est mon fils, mais bon, lui, ça fait que 2 ans qu'il est là, donc son travail commence aussi à payer aussi. Mais c'est vrai qu'on a besoin aussi des autres encadrants. Je veux dire, on essaye, parce que c'est vrai que chez Philippe fait l'U21, l'U17, l'U15, Bastien fait l'U12, l'U11, Kamel les U9, les U7, plus la préparation physique, on essaye, parce que c'est vrai que le club aussi, on essaye que les gars gagnent un salaire pour jouer, pour faire l'entraînement.
qu'ils ne soient pas obligés d'aller travailler, un par l'agglo, un par, on le tient professionnellement. Et il est vrai que oui, on peut féliciter bien sûr Kamal Admidi de Akasport Montpellier, c'est le préparateur physique des pros, mais aussi très investi avec les jeunes, dans la génération Paul Valéry, et il a fait énormément. Philippe Monville avec les U21, aujourd'hui, ça porte ses fruits, puisqu'on peut voir des joueurs, des jeunes intégrer l'équipe de France. Je pense au gardien Dario. Ouais, au Vilco qui a 2 ans d'avance par rapport aux autres, qui est 16 ans, et qui est pris avec les U19. On retrouve des joueurs du Montpellier Waterpolo tels que Marcel Spilaert et Ilya Moustour qui ont fait des universitaires. Il y a des joueurs de Montpellier Waterpolo dans toutes les catégories et de partout, quoi. Et c'est ça qui est valorisant. C'est vrai que en suivant Marseille et Nice, c'était un peu compliqué. Maintenant, ça devient de moins en moins compliqué parce que le nouveau sélectionneur Nenad, il s'en fout de prendre un tel. Lui, il va essayer de prendre les meilleurs. Et ça, c'est intéressant aussi. Il y a aussi, j'imagine, Paris 2024 qui s'annonce, et ça va vite arriver parce que déjà Tokyo, on n'est même pas sûr que ça va se jouer en 2021. Donc déjà, on prépare les Jeux 2024. Oui, ça c'est sûr. Après, il faut voir avec l'économie, parce que ça va être un autre paire de manches aussi, je pense. Avec des constructions de piscines pour les Jeux de Paris 2024, et ça va être valorisant aussi pour tout ce qui est aquatique. Oui, non, mais ça c'est bien, et c'est bien aussi parce que je sais que la métropole et même SET a demandé pour avoir l'organisation chez les poloistes et les nageurs aussi. Donc c'est bien aussi parce que ça parle de nous et puis ça fait voir aussi qu'on existe aussi, de le rappeler. Parce que c'est vrai qu'on est suivi avec certains politiques, mais il y en a certains qui ont oublié qu'on était le waterpolo. Bon, c'est vrai que là, on a eu un nouveau directeur de piscine, Pascal. Donc automatiquement, c'était l'ancien directeur de Lafayette, Pascal Capron, et c'est vrai qu'on est vraiment bien accueillis à Antigone maintenant. Oui, et on peut saluer Pascal Capron, directeur de la piscine Antigone, qui favorise aussi tout le sport et intègre bien le Montpellier Waterpolo. Montpellier Waterpolo, vous l'avez signifié, c'est un nombre énorme de licenciés, du tout petit de l'école de natation jusqu'aux joueurs élites. Féliciter aussi les secrétaires, tout le travail administratif qui est fait à côté aussi. Et c'est tous les bénévoles et tous les supporters aussi qui sont en attente des retours des gladiateurs du Montpellier Waterpolo à la piscine Antigone. Et ça, c'est vrai que dans cette crise, ça nous manque et ça manque à beaucoup. Monsieur Gaillot, vous intervenez aussi au Krebs. Oui. Y a-t-il un BPGEPS AAN au Krebs? Alors, il y a 2 promotions BPGEPS AAN au Krebs de Montpellier, donc les sauvetages sportifs et la promotion Club Med. Ils ont pu assurer aussi des cours à distance et pas mal d'enseignements pour assurer la continuité de la formation jusqu'à présent. Là, le Krebs a fermé ses portes là pour les vacances, donc c'est vrai que l'activité de formation est suspendue. Ce sera 15 jours qu'il faudra rattraper plus tard. Il y a d'autres organismes de formation comme l'AMS et le MUC qui ont décidé de continuer et de maintenir les formations. Donc c'est vrai qu'on aura plein de schémas différents à la sortie de ce confinement et ça va pas être évident de retrouver de la cohérence au niveau département, au niveau région et au niveau national. Monsieur Michel. Oui, je voulais simplement rajouter que le Krebs fait partie des organismes d'État qui entrent dans ce qu'on appelle le Parcoursup, c'est-à-dire permettant aux candidats qui sont en terminale et qui souhaitent devenir maître nageur d'avoir une formation pratiquement offerte. Donc à partir de là, c'est très important que le Krebs de Montpellier, bien que le Krebs de Toulouse également, mais le Krebs de Montpellier joue cette carte de Parcoursup permettant à des candidats qui n'auraient pas les moyens de pouvoir se financer leur formation, de pouvoir avoir une formation gratuite comme ils l'ont en terminale, en première ou en seconde. Coach, il faudra aussi féliciter et remercier votre président, monsieur Spilaert, Christophe, qui aujourd'hui ça doit être un casse-tête entre la fin de saison et j'imagine préparer la saison future. Oui, c'est déjà un casse-tête déjà parce que lui, il a géré Pôle emploi déjà, donc parce que c'est quand même
un boss de Pôle emploi, donc tous les gens qui a à gérer, puisqu'il fait en télétravail, plus après le